toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau numéro au sud. C'est dans des conditions dantesques que je vous emmène dans les Cévennes, au sud du Massif central. Au programme de cette émission, j'irai rencontrer Nathalie, qui élève des chèvres angora. J'irai aussi à la rencontre de Guy Monzo, le dernier habitant d'un tout petit hameau au cœur du parc national. Il parle des arbres comme personne. Le pays cévenol est aussi un haut lieu du textile. J'irai visiter Arsois, qui fabrique sur des métiers à tisser vieux de plus de 50 ans des bas de luxe en soie. Ses clients, Beyoncé ou encore les danseuses du Crazy Horse. Pour commencer, je vous emmène pour une nuit insolite. Je vais dormir ici, au sommet du Mont Aigoual, dans le dernier météosite habité de France. Allons retrouver Chantal et Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour. Quelle galère pour arriver jusqu'ici. Ben là, il n'y a pas beaucoup de visibilité. Hein. Il y en a très peu, j'ai failli y passer. Oui, allez, je vais t'expliquer. Alors voilà. On est dans le parc à instruments. Oui, et le pylône, là, tout en haut, ce que tu vois, c'est un capteur vent. C'est un système à ultrasons qui nous donne et la direction et la force du vent. Et le vent en météo est toujours pris à une hauteur de 10 mètres par rapport au sol. Après, dans le parc, on a d'autres matériels. Attention, ça glisse un peu. Nous voilà donc dans l'abri qui abrite l'abri météo. On retrouve donc juste deux capteurs. Ce sont les fameuses sondes de mesure. Voilà. Celui-là, c'est le capteur température. Il nous donne la température de l'air. Et lui, c'est un capteur d'humidité. Donc, s'il marche bien, vu qu'on a du brouillard, il devrait nous donner 100% d'humidité. Mais ça, on le verra en bas parce que toutes ces données sont après envoyées sur un écran d'ordinateur bien au chaud en bas. C'est une éolienne à axe cylindrique. Ça change des éoliennes qu'on voit avec des grandes hélices. Oui, qu'on voit souvent avec les hélices et qui tournent plutôt à la verticale. En tout cas, la vue autour de nous est magnifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a des conditions favorables, ici, on peut voir un quart de la France. Des Alpes aux Pyrénées, on voit même la Méditerranée. Ce sera pour une autre fois, Rémi. Oui, c'est on va raté. se mettre au chaud ? Oui, bonne idée. L'Observatoire du Mont Aigoual, c'est avant tout la dernière station météorologique habitée en France. Et vivre ici, c'est aussi endurer des conditions climatiques extrêmes. Dans cet environnement exceptionnel, Rémi observe le ciel toute l'année. Sur l'écran là, il y a les données que nous envoient les capteurs qui sont dans le parc instrument. Donc la flèche jaune, c'est la direction d'où vient le vent. Donc là, le vent, il vient du sud. Et la force moyenne du vent, c'est 30 nœuds. Et les rafales aussi entre 22 nœuds et 40 nœuds. La température de l'air sous abri, 1,7 degré. Et donc toutes ces données sont envoyées à Toulouse. Toulouse, c'est le centre pour la France qui recueille toutes les données des stations météo en France. Pourquoi est-ce que tout va à Toulouse ? Parce que c'est là, en fait, où il y a le supercalculateur sur lequel on fait tourner le modèle de prévision numérique. Il y a une nid de météo à Toulouse. Aujourd'hui, il y a combien de stations météo en France ? Plus de 500. Donc ici, on est dans une station automatique. Tout automatique. Les genres nuageux, on ne les donne plus, on ne les envoie plus à Toulouse. Par contre, on les informe au niveau de l'exposition météo aux visiteurs. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a beaucoup de nuages qui sont sur l'Hérault et sur le Gard. Par contre, si je fais aller à l'échéance suivante, là, je vois que c'est en train de prendre de l'ampleur sur l'Hérault. Ça s'étend. Ça s'étend, ça gagne le Gard. Et il y a un moment où, voilà, c'est carrément sur nous. Il est génial cet appareil parce que finalement c'est ce dont tout le monde rêve. On se pose toujours la question de la météo. Est-ce qu'il va faire beau ? Est-ce qu'il va pleuvoir ? C'est ce qu'on a envie d'avoir chez soi en fait. Alors, on se trouve dans le dernier observatoire de France qui est habité. C'est complètement insolite. Effectivement, c'est le dernier. Et alors, on dit qui habitait ? On y travaille, on y dort, on y mange. Et là, je te propose d'aller retrouver Chantal pour le repas. Excellente idée. Allez. Ce soir, c'est tartiflette. Ouais, ça peut être tartiflette ou aligot ou autre chose, un plat d'hiver. Oh, mais tartiflette, c'est très bien, Ouais, j'adore ça. Très très bon. Vous habitez à l'année ici ? Quand on n'est pas chez nous, oui. Non, en fait, c'est de vie, ouais. Quand on est là plusieurs jours. Pendant 4-5 jours à peu près ? 4-5 jours ou 6 jours, oui. Et après, on rentre à la maison. En gros, on fait une semaine sur 2. Bon alors Rémi, tu as déjà regretté de t'être lancé dans la météo ? Ah non,
Non, parce que pour moi, c'est un jeu. Quand tu fais une prévision, tu ne sais jamais, tant que l'échéance n'est pas arrivée à terme, si tu as gagné, si tu as bien travaillé. Et les situations ne sont jamais les mêmes. Ça change tous les jours. Donc à chaque fois, tu recommences. Et puis après, si tu prévois du mauvais temps, une tempête et qu'elle arrive, tu es le seul à être content qu'il y ait du mauvais temps. C'est un peu bizarre comme métier, mais en gros, c'est ça. Et est-ce que tu perds souvent? Alors, il n'y a pas un météo qui ne s'est pas trompé. Et moi, hélas, il m'est arrivé de faire des prévisions lamentables. Chantal, cet observatoire existe depuis 1894. Oui. Ce qui signifie qu'on trouve des relevés météo depuis plus d'un siècle. Oui, tout à fait. 1895. Donc ça, c'est celui de 1918. C'est dingue, vous vous rendez compte, on a les relevés météo d'il y a 100 ans. Donc à peu près à la même époque, qu'est-ce que ça donnait? Oula, Je te laisse lire. véritable ouragan fait trembler l'observatoire, toiture de l'écurie emportée et nombreuses vitres brisées. C'est dingue, en fait il faisait exactement le même temps qu'aujourd'hui. En 1882, le Conseil général du Gard cherche le sommet le plus élevé du département pour construire son observatoire. L'Égoal a finalement été choisi avec une altitude de 1567 mètres. Les travaux prennent du retard à cause des intempéries et 7 longues années seront nécessaires pour construire cette forteresse. Bon bonne nuit, Émilie. Bonne nuit. Bon, il y a des fantômes, mais ils sont gentils, ils sont très gentils. À Bonne demain. nuit, à demain. Bonne nuit. Bonjour. Ah, le voilà. Guy, comment ça va? Très bien. Tu veux du sucre? Un petit peu, oui, un petit sucre. Alors tu vas pouvoir me faire visiter ton fameux hameau. Voilà, Celui où tu vis seul, voilà, avec les arbres. avec les arbres. Et puis tout ce qui entoure, notamment le gibier. Alors question importante, est-ce qu'on va pouvoir y accéder avec le combi? Oui, on ira doucement, mais on va y accéder. Je vais aller doucement alors. Voilà. Bon bah on va y aller. Ah oui. Merci Chantal, Rémi. Au revoir. Bonne journée. C'est la tempête. Vas-y, monte par là. Oh là là. On est prêt? On est prêt. Moi, je suis pas sûr qu'on arrive jusqu'à cette zone là. Qu'est-ce que c'est? Attends, mais il faut qu'il chauffe un petit peu. Et confiance. Allez, il va démarrer. Et Attention, voilà. Oula, attention, il y a attention. une voiture en face. Oui, ça arrive qui. C'est pas le moment de caler. Allez, on y va. Hop. Bonjour. Attention, à gauche. Attends. Je vais où là? Je comprends rien. Pas doucement, hein. Mais parce je que alors, vais où? Là, je vais sur la droite. Voilà, Je vois même pas la route. Je vois même pas comment ça Ah tourne. ouais, alors va doucement parce que là, il y a un vide de 50 mètres dessous nous, mais bon, il me reste 2 ans à faire avant la retraite, donc j'ai envie d'essayer d'en profiter de la retraite au maximum. Hein. Ça dépend que de toi. Il va bien falloir que tu me guides. Et toi, ça ne t'ennuie pas de vivre tout seul? Oh, non, parce que j'ai toujours été un peu solitaire. J'aime la nature, il y a la chasse, il y a la pêche, il y a les champignons, il y a tout ce milieu qui incite quoi, à y rester. Quoi. Ah oui, là, on quitte complètement la route. Ah oui, là, on rentre au cœur du parc national des Cévennes. Là. On va se garer là sur le parking et on va aller voir le fameux séquoia. Stop. À la fin du 19e siècle, les forêts du Mont Égoal sont entièrement reboisées. Plus de 68 millions d'arbres sont plantés. On y trouve aujourd'hui une collection extraordinaire. Des chênes, des épicéas et même un araucaria du Chili. Alors là, on passe sur un pont qui est extrêmement vieux. Ouais. 12e siècle. Ah oui, Voilà, quand même. oui. Voilà le fameux séquoia, le très gros séquoia qui fait plus de 10 mètres de tour, grosso modo 3 mètres de diamètre. Il est immense. Ouais, il est immense, oui, il fait Mais environ... d'habitude, c'est environ 2-3 mètres de diamètre. Oui. Bon, à part dans son pays d'origine où il peut atteindre des dimensions de plus de 10 mètres et plus de 100 mètres de haut.
Et celui-ci, il mesure combien? Alors il fait 45 mètres de haut, il ne peut se reproduire que par le feu. Voilà, donc voilà le cône du séquoia, hein. Donc c'est le fruit de l'arbre. Et à l'intérieur il y a des graines, et pour que ces graines fructifient, il faut que le feu passe pour les faire éclater et libérer la graine. Il a combien? Plus de 100 ans? Oui, il a 110 ans, grosso modo. Donc voilà, Émilie, l'écorce du séquoia, tu peux y taper de toutes tes forces dessus. Tu te feras pas mal, n'aie pas peur, c'est très spongieux. T'as l'impression de taper dans un truc en mousse? Ah, donc tu vois, on appelle ça l'arbre du boxeur, tu peux taper tant que tu veux, tu te feras pas C'est mal. vrai, regardez. Là, en fait, si on appuie, ça s'enfonce. Il y a 20 cm d'écorce, c'est très, très spongieux. Donc il y a deux raisons à ça, hein, donc protection pour le feu et en même temps ça conserve l'humidité. Tiens, et puis là, ce qu'il y a d'intéressant, regarde, c'est la Raucaria du Chili. Il est sorti de nulle part, en fait. Et oui, mais touche-le, on dirait une fougère. Touche-le, vas-y, mais serre-le bien dans tes mains. D'où le nom des espoirs des singes. Alors c'est un arbre qui est sacré au Chili. Hein. Quand ils font des routes, s'il y en a un au milieu, ils ne le coupent pas. Il faut une déviation. C'est les Indiens du Chili là-bas le vénèrent comme un dieu. C'est des arbres qui viennent très très vieux, hein, plus de 800 ans. Hein. Et donc ici, dans cette forêt, il y a plus de 100 variétés différentes d'arbres. Oui, il y a plus de 100 variétés d'arbres différentes. Beaucoup d'exotiques bien sûr, et d'à peu près de tous les continents. Magnifique. Le hameau de Saint-Sauveur-des-Pourcils est niché au cœur de la forêt de l'Égual. Autrefois, ce hameau était un grand domaine agricole. Les forestiers y sont restés jusque dans les années 1970. Ça me fait froid dans le dos. Ah oui, c'est impressionnant hein, de voir un village comme ça où il n'y a plus qu'un seul résident, moi. Il y avait combien d'habitants à l'époque? Une trentaine d'habitants, grosso modo. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'un corps de ferme imposant aux allures de château, une église et un cimetière œcuménique. Tiens, voilà André, un fin connaisseur du cimetière, puisqu'il a 15 générations au moins derrière lui. Oui, justement, vous avez tous mes ancêtres qui sont là, toutes les tombes que vous voyez là, ce sont ce des sont vos ancêtres, mais ancêtres ça, ici c'est tout à fait, oui. C'est un cimetière œcuménique ici? Oui, toutes les religions monothéistes sont représentées. Hein. Vous avez des orthodoxes, des tombes orthodoxes en haut. Vous avez des protestants. Après, vous avez des juifs. Vous avez des, Là, il y a des musulmans. vous avez des musulmans. Et vous avez un copte là. Historiquement, il y avait une grosse activité minière ici. C'est pour ça qu'on retrouve ce cimetière œcuménique. Il y avait une très très grosse activité minière puisqu'il y avait plus de 650 mineurs. C'est pour ça qu'on retrouve dans ce cimetière-là avec toutes les religions représentées. En route pour l'Arsois. C'est l'une des rares entreprises qui perpétue le travail de la soie au beau milieu des Cévennes. Serge Massal est à la tête de cette entreprise familiale fondée en 1918. Aujourd'hui, il n'existe plus que 10 métiers à tisser. Et il y en a 3 rien que dans cet atelier. Ils permettent de fabriquer les bas les plus fins du monde. Le bas le plus fin du monde. 10 deniers. Pour vous, madame. Vous voyez? On le voit pas. Même vos cheveux sont pas aussi fins. Très fin. J'avais jamais vu ça. Non, mais ça, personne ne sait faire ça. Il y en a qu'ici. Il n'y a qu'ici. Là, il faut bien que tout soit en face. Que les picots soient face à face. Il ne faut pas qu'il y ait de décalage. Vous voyez, par exemple, il ne doit pas y avoir de décalage entre le côté droit et le côté gauche. Et la gestuelle est très importante dans ce type d'opération. Peu de gens arrivent à mettre les picots face à face. Voilà. Et quand on débute, c'est forcément un petit peu de travers? Oui, on fait des décalages, puis on mange plus d'un côté, ou ouais, c'est compliqué. Il y a la tension à mettre aussi, donc c'est quand même assez compliqué. Après, c'est un coup de main. Et vous en portez des bas? Occasionnellement, oui.
ou faire des tests quand il y a besoin ou quelque chose comme ça, oui. Et alors, ça doit être très agréable à porter. Ils sont super agréables à porter, oui. Comparé à ce qu'on trouve en grande surface, c'est très agréable à porter. On a l'impression de rien avoir sur la peau finalement. Ça, et puis le fait qu'ils soient formés, puis galbés, ça y fait beaucoup. C'est grâce à cette machine que l'on donne le galbe au bas. On envoie de la vapeur pour que le bas soit bien stabilisé. Regardez, vous avez le galbe de la jambe qui est parfait et qui va épouser la jambe de la consommatrice. En fait, vous êtes en train de préparer des bas pour Rihanna, Oui, la chanteuse, la star américaine. Oui, absolument. Rihanna nous a demandé de produire le bas qui est ici, voilà, qui est en lurex avec ce talon. Donc après Beyoncé, Rihanna a fait une commande. Oui, et après on espère que ce sera Brigitte Macron. Mais c'est possible, hein. Ces machines ont été fournies massivement par les Américains après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelait le plan Marshall, et donc certaines sont arrivées dans notre région. Un grand nombre ont été détruits, mais celles-là ont été sauvées. Voilà. Et vous avez beaucoup de chance parce qu'il n'en reste que 10 dans le monde et vous en avez 3. Excusez-moi, mais aujourd'hui, on n'a pas des machines modernes qui permettent d'avoir la même précision ou la même qualité de bas? Non. Pourquoi? Le bas commence sur toute la largeur de la fonture. Il commence sur 600 aiguilles et il va se diminuer au fur et à mesure pour arriver en pointe à n'avoir plus que 12 aiguilles. Vous aurez sur votre bas une transparence égale en cuisse et en cheville. Alors que quand vous avez aujourd'hui des collants lycra, vous avez de l'opacité à la cheville et de la transparence au genou. Donc Oui, ça fait un peu rigoler les professionnels. Merci beaucoup Serge pour cette visite. Merci à vous. Je vous propose maintenant de passer de la soie à la laine car je vais rendre une petite visite à Nathalie qui est éleveuse de chèvres angora. On est arrivé. La chèvrerie de Nathalie est juste en bas. On y va? Nathalie? Bonjour. Bonjour Émilie. Bon travail. En plein travail. Nathalie? Oui, Émilie, enchantée. Enchantée. Donc là, ce sont des chèvres angora. Ce sont des chèvres angora, oui. Elles font de la laine mohair. Et tu vides ça? Oui, complètement. Donc en fait, 2 fois par an, on fait la tonte. Derrière, il faut faire le tri de la laine. Après, on emmène la laine à transformer à côté de Castres. Et après, on récupère la laine. Et derrière, moi, une fois que j'ai récupéré la laine, je tricote. Mais voilà, c'est uniquement la production de ces animaux. Copine. Elles ont des bonnes têtes. Pourquoi les chèvres angora? Pendant 10 ans, j'ai fait de la chèvre laitière. Et puis l'état de santé, la fatigue, le temps que ça prenait, beaucoup de travail. je me suis dit que je ne pourrais pas aller comme ça jusqu'à 65 ans. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me reconvertisse tout en préservant ma passion, c'est-à-dire les chèvres. J'ai vu les chèvres angora et quand je les ai vues, j'ai dit ben oui, voilà, c'était le coup de foudre. Et là, on est à 99 chèvres. Mais j'ai commencé à 5 chèvres, il y a 5 ans. Alors regardez, ce sont les premières chèvres qu'elle a eues à ses débuts. Donc ici, là, c'est leur Voilà, les prénom? 4 premières là. Alors là, c'est Bouclette, c'est la première. Bouclette. Ouais. Celle-là, c'est Poupounette. C'est poétique. Poupounette. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Il faut que tu en attrapes une. Déjà qu'elles ont un petit peu peur de moi, mais allez, Vas-y. j'ai bien envie d'essayer. Le grain, ça peut m'aider Tu ou l'attrapes pas? par la corne, ben, tu prends pas celle-là, mais tu peux attaquer sur celle-là. Sur Poupounette, elle est mignonne. Alors, Poupounette, sois sympa Donc, avec tu moi. l'attrapes par la corne, il faut du muscle. Ok, ok. Alors, voilà. C'est bon? Je l'ai bien attrapé? Bon, Nathalie Tu m'a vois? laissé tomber Oui. avec Je pense Poupounette. que c'est bon, tu peux envoyer. Allez, viens. On va se faire une petite beauté chez le coiffeur. On y va. Hop.
C'est bien. Voilà. Ça va, je la prends bien? Très bien, parfait. Tu fais pas mal? Non. Aujourd'hui, il y a 5000 chèvres angora en France et Laura, elle en tombe 1 sur 4. Donc attention, je vais rallumer la machine. Si tu veux peut-être juste un petit peu te reculer. Je recule parce qu'elle Voilà. peut donner un coup. C'est ça. C'est assez imprévisible. Celle-ci a l'air calme. Donc voilà, je dégage bien les mamelles, protéger la surface la plus sensible. Ça reste un moment un petit peu stressant quand même parce que c'est que 2 fois par an. Là ici, les animaux sont très bien soignés. Il y a une belle complicité entre Nathalie et ses bêtes. Donc les animaux, voilà, sont calmes et détendus. Mais des fois, ça arrive que les animaux soient un peu plus stressés, soient un peu plus anxieux. Et donc, ils vont avoir tendance à se débattre un peu plus. Tu es un peu une tondeuse ambulante. Je fais à peu près 3-4 000 km 2 fois par an. Et je me déplace de ferme en ferme. J'ai une trentaine de maisons où je vais, avec à peu près une grande majorité d'éleveurs qui ont en moyenne 50 chèvres. Et donc, voilà, les éleveurs m'accueillent. Il y a toujours un rapport très chaleureux, très hospitalier. Donc là, pour tondre 99 chèvres, ça te prend combien de temps? Alors là, je reste 2 jours et demi, 3 jours pour tondre les chèvres. Donc pour une chèvre, c'est quoi, 10 minutes? Voilà, à peu près. On va faire une quarantaine de bêtes dans la journée. Ah oui, tu laisses vraiment quelques millimètres. Le but, c'est de récolter la matière le plus près possible pour que les éleveurs aient le plus de matière à faire transformer. Il faut que la mèche elle fasse plus de 5 cm. Alors toi, Nathalie, qu'est-ce que tu vas en faire de... Donc là, je vais ramasser la laine et je vais la mettre sur la table de tri. Et on va commencer à enlever les déchets végétaux qu'il y a dedans. Je vais la peser avant tout, parce qu'on a besoin de Il y a savoir... 2 bons kilos là. Oh oui, je pense que les 2 kilos, ils sont, ouais. Faut tout prendre, même On les prend petits tout ce qu'on morceaux. peut, on sera trié après. Voilà, donc là, la laine est étiquetée et maintenant, on va la peser. C'est Allons-y. parti? Et voilà. Alors, 2,32. Ah, voilà. c'est bien. Allez, on la met sur la table. Donc qu'est-ce qu'on doit enlever en fait? Alors, on doit enlever tous les végétaux, c'est-à-dire les petits bouts de foin, de paille, de branches. Ah oui, c'est un travail assez long. C'est très fastidieux. Et en fait, la table grillagée nous aide parce que déjà, elle trie un petit peu, les impuretés peuvent tomber au travers. Et en fait, une fois que ce tri aura été fait, on reprendra chaque toison une par une et on séparera par finesse. Et ce travail, il est indispensable pour avoir une qualité de mohair essentielle. À part le travail que tu fais maintenant, qu'est-ce qui peut jouer sur la qualité du mohair? Ben, la chèvre qui est malade ou qui n'est pas bien soignée, elle a un mohair qui n'est pas de bonne qualité. Déjà, il pousse beaucoup moins bien. Et ensuite, il peut être très sec, il peut être pas très suinté, il peut être pas joli, quoi. Donc plus tes chèvres seront heureuses, Plus les chèvres seront plus ton heureuses, mohair plus sera de seront bonne bien. qualité. Exactement, et ça, c'est essentiel. Il faut qu'elles soient bien nourries, bien logées, bien aimées. Et après, tout se passe bien. On peut se faire des coiffures à la Louis XIV. C'est ça, c'est tendance. T'es prête? Je te lave les cheveux après. Ça fait très Marie-Antoinette. C'est quoi, j'ai l'air? Ah, Voilà, regarde. ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. C'est doux. T'as vu? T'as vu, je porte ta laine. Voilà, et après, on a aussi en étole, encore plus grand, encore plus beau, encore plus chaud. Ah, et donc tu l'éteins. Voilà, on l'éteint. C'est beau cette couleur. Ça, c'est la couleur naturelle. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu veux la récupérer? Eh non. Ah, ça te fait bizarre hein, de voir que c'est moi qui porte ta laine. Eh ben non, tu la récupères pas. Allez, cheese. Oh, oui, on peut dire cheese. J'ai essayé, ouais. Merci Nathalie. Je t'en prie. Et merci toi. Il est temps pour moi de quitter les Cévennes et de repartir pour de nouvelles découvertes au sud. Merci à vous pour votre fidélité, merci à toutes les personnes qui ont accepté d'être dans cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À bientôt.